La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à Merci. toutes. Je vais commencer par Pardon. l'introduction. Bonjour à toutes et Mhm. à tous. Nous sommes de retour donc pour la série de webinaires techniques pour le projet des 6e rapports nationaux. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, il s'agit du 5e webinaire que nous proposons et nous nous focaliserons aujourd'hui sur l'égalité des sexes, ce qu'on appelle le gender mainstreaming, le renforcement du rôle des femmes dans les activités de conservation de la biodiversité. Je suis donc Marion Marigot, je suis la spécialiste technique francophone de l'équipe globale du PNUD pour le projet des 6e rapports nationaux. Donc, nous en avons discuté au cours de ces derniers mois. Le 6e rapport national doit être donc de haute qualité, axé sur les données et sensible au genre. Nous voulons souligner l'importance et la pertinence de la participation des femmes dans le processus de rapport et plus généralement dans toutes les activités de conservation de la biodiversité. Le webinaire précédent sur l'engagement des parties prenantes a déjà conduit à des discussions intéressantes sur la manière d'impliquer les groupes et les réseaux de femmes en tant que parties prenantes dans le processus des 6e rapports nationaux. Aujourd'hui, nos intervenants fourniront des conseils plus spécifiques et techniques sur la façon de le faire, en vous offrant donc des solutions pour que votre rapport soit effectivement sensible au genre. Pour ce faire, nous allons accueillir 3 intervenants aujourd'hui. Nous débuterons la session avec Chantal Robichaud, donc qui représente Tania MacGregor. Tania qui est donc le point focal pour les questions de genre à la CDB. Chantal est agente de gestion de programmes associés au secrétariat de la CBD et elle travaille sur la coopération avec des conventions relatives à la biodiversité et à l'engagement des parties prenantes dans les travaux de la convention, en particulier les jeunes et la société civile. Avant cela, Chantal était responsable des volontaires des Nations Unies au bureau du programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie, où elle travaillait sur des questions de gouvernance et contribuait au développement d'une initiative d'intégration de genre. Elle a également été chargée de projets au Centre de formation de maintien de la paix à Pearson, à Montréal, où elle a participé à des cours de formation sur la coopération avec la société civile et la parité homme-femme. Donc après que Chantal ait fait sa présentation, on accueillera 2 autres participants. Né Niang, qui travaille actuellement sur le SPAN au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable en charge du 6e rapport national du Cameroun. Elle a récemment travaillé comme consultante pour le GIZ Pro PFE, où elle a développé un concept de projet pour l'intégration de la biodiversité dans l'industrie du tourisme durable au Cameroun. Elle a donc été très engagée dans la planification et la préparation des rapports pour des réunions, des ateliers, des conférences, des séminaires, ainsi que l'élaboration et le suivi donc, des communications et des correspondances. Et enfin, interviendra Laetitia Chesron, qui est coordinatrice de projet au sein de la Fondation Casa del Colores en Équateur. Casa de Colores travaille avec les communautés locales pour la création et la gestion de projets éco-responsables afin de promouvoir l'entrepreneuriat local, préservant l'identité culturelle et protégeant l'écologie locale. Laetitia est responsable des projets de la Fondation dans les domaines de l'éducation environnementale, de la protection de la biodiversité et du développement durable des communautés. Elle a auparavant travaillé avec l'Agence française de développement. En suivant donc ces 3 présentations, nous aurons une session de questions-réponses comme nous le faisons habituellement, où vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants. Les présentations de cette session seront toutes en français, mais sachez que le même webinaire s'est tenu ce matin en anglais et qu'une autre session pour les hispanophones se tiendra lundi prochain de 14h à 16h, heure de New York. Et je vous invite à y participer si vous vous sentez plus à l'aise avec l'espagnol. Il y a 2 façons de communiquer avec nous tout au long du webinaire. Vous pouvez soit lever la main virtuellement et j'ouvrirai votre microphone pour que vous puissiez poser directement la question aux participants. Et autrement, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de discussion et je poserai la question directement à nos intervenants. Commençons donc. Je suis ravie d'accueillir Chantal Robichaud, qui est la première intervenante de ce webinaire. Donc Chantal, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Marion, pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour faire une présentation au nom de ma collègue Tania MacGregor, qui est la point focal pour les questions d'égalité des sexes à la Convention, tel que Marion le disait. Donc, nous allons discuter des liens entre égalité des sexes et biodiversité, et plus particulièrement de considérations pour la mise en œuvre, le suivi, le compte-rendu dans le contexte de la Convention du plan stratégique sur la biodiversité et des objectifs d'Aichi, mais plus particulièrement encore sur ces considérations dans le cadre des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité et des rapports nationaux.
Donc, encore une fois, les objectifs de la présentation. Ah, pardon, est-ce que vous vous entendiez? Maintenant, on vous entend, oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Merci. J'arrive pas à faire avancer la diapositive. Voilà. Désolée. Alors voici, les objectifs de la présentation, évidemment, c'est d'introduire les liens entre égalité des sexes et biodiversité dans le cadre de la Convention, donner un aperçu des éléments sexospécifiques, toujours dans le contexte de la Convention, identifier des enjeux d'égalité des sexes pertinents pour les objectifs d'Aichi, si on a le temps. Je vais essayer de me limiter. Merci Marion de me dire à quel moment est-ce que je devrais m'arrêter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On pourra s'interrompre et peut-être discuter plus en détail de ces questions dans la période de questions. Alors voilà, pour les objectifs. Au niveau de la mise en œuvre de la Convention, nous savons que pour être efficace à long terme, les efforts visant à conserver durablement et utiliser les bénéfices de la biodiversité doivent examiner les facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels qui influencent l'utilisation, l'accès et le contrôle de la biodiversité. Les différences entre les sexes sont une caractéristique commune à toutes les sociétés. Donc, examiner les inégalités et les différences entre les sexes fournit des renseignements pour mieux comprendre comment les différentes personnes utilisent et prennent des décisions sur les ressources biologiques. Tenir compte de ces inégalités, de ces différences entre les sexes, mais également des capacités des hommes et des femmes, peut également servir comme point de départ pour examiner les impacts qu'ont d'autres facteurs pertinents, tels que l'âge, la race, l'ethnie, la religion, le revenu, etc. Les inégalités, les différences et les capacités que l'on voit au milieu de la diapositive se rapportent à différents rôles, responsabilités, savoir ou connaissances, besoins, priorités, droits, pouvoir décisionnel et vulnérabilité des femmes et des hommes. Ces dimensions influencent évidemment l'utilisation et la conservation des ressources biologiques, ainsi que la façon dont les changements dans la biodiversité, la perte de biodiversité, peuvent affecter les hommes et les femmes de manière différente. Ces questions sont toutes évidemment étroitement liées et nous allons voir dans la prochaine diapositive en quoi elles sont liées. D'abord, je vais faire référence aux icônes que vous voyez à la gauche de l'écran. Les rôles et responsabilités sont différents entre les hommes et les femmes au niveau des activités, des tâches accomplies et qui dépendent ou qui ont un impact sur les ressources biologiques. Les femmes et les hommes peuvent donc apprécier la biodiversité pour différentes raisons. Les femmes ne sont pas nécessairement aussi bien placées que les hommes pour prendre des mesures pour conserver et utiliser durablement les composantes de la biodiversité. La division sexuelle du travail, par exemple, dans laquelle la charge de travail domestique non rémunérée tombe souvent sur les femmes, peut limiter les possibilités des femmes à participer aux organes de décision reliés à la biodiversité. En termes de droits et d'accès, on sait que souvent, l'accès et le contrôle des terres ou des propriétés et le contrôle des ressources biologiques et d'autres moyens de production ne sont pas répartis également entre les hommes et les femmes. Et la connaissance des autres domaines de droit également influence la capacité des femmes à jouer un rôle dans les processus décisionnels, ainsi que dans la gestion durable de la biodiversité. Par exemple, les lois ou pratiques coutumières de 102 pays dénient toujours aux femmes les mêmes droits d'accès aux terres que les hommes. Ces inégalités augmentent également la vulnérabilité des femmes quant à la dégradation de la biodiversité. Donc, la promotion des droits des femmes, la promotion des droits des femmes est un élément important de la conservation de la biodiversité. Troisièmement, les connaissances ou le savoir varient entre les hommes et les femmes, y compris les savoirs autochtones. Tous ces savoirs sont différents, mais ils sont tous utiles pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
Il faut tenir compte aussi qu'il y a plusieurs inégalités au niveau de l'accès à l'éducation des hommes et des femmes, au niveau des accès à la technologie, aux services, et cela doit être pris en compte lors de la conception de programmes, plans et politiques sur la biodiversité. Au niveau des besoins et des priorités, en raison des différences dans les rôles, les droits et les connaissances des femmes et des hommes n'ont pas les mêmes donc les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes besoins et utilisent des priorités différentes lorsqu'il s'agit de conserver la biodiversité. Les voix des hommes et des femmes doivent donc être entendues lors de la planification des interventions liées à la biodiversité, à tous les niveaux, du niveau local à l'international. Au niveau de la prise de décision, on sait que dans la plupart des sociétés, les hommes jouent un rôle prépondérant en tant que décideurs dans la sphère politique. Ils sont généralement considérés comme les chefs de ménage. Ces normes sexospécifiques, combinées avec le fait que les femmes ont moins de temps et ont peut-être probablement des niveaux d'éducation moins élevés, conduisent les femmes à être moins engagées dans les processus participatifs et dans les prises de décision liées à la gestion de la biodiversité. Des mesures doivent donc être prises en compte pour faciliter et promouvoir la participation des femmes à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention. Au niveau des risques et des vulnérabilités, évidemment, comme les femmes utilisent les ressources différemment, elles ont des besoins différents au niveau du contrôle des ressources. Les femmes ont généralement des niveaux plus élevés de vulnérabilité à la perte de la biodiversité, à la dégradation des écosystèmes, au changement climatique et aux catastrophes naturelles que l'homme. Adresser ces différences au niveau de la vulnérabilité et de la participation des femmes au processus décisionnel est une nécessité lorsqu'il est pour avoir une mise en œuvre plus efficace de la Convention. Pardon. Je pense qu'on ne voit plus l'écran par contre, Chantal. Je m'excuse, j'ai un problème avec l'ordinateur. Peut-être que je vais traverser chez Tania. Ça va me prendre 10 secondes. Attendez-moi. Bien sûr. En attendant, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions de la part de nos participants. Je serais ravie de les prendre directement. S'il n'y en a pas, on va juste attendre que Chantal puisse retrouver un autre ordinateur pour pouvoir présenter donc, sa présentation. Tania, dites-nous quand Chantal a pu arriver dans votre bureau. En attendant, peut-être Diego, I'm going to switch back to English. Would you mind displaying the presentation of Chantal, please? Marion, oui. C'est Chantal, je suis de retour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre Tania comme oui, responsable de la présentation? Bien sûr. Comme ça, on peut partager l'écran. Tania devrait avoir le contrôle maintenant. Parfait. Voilà. Merci. Avec plaisir. Désolée pour ces difficultés techniques. Oui, c'est moi qui m'excuse. C'est l'ordinateur qui a décidé de ne plus me donner l'accès à l'écran. Alors voilà, on a un plan B, c'est très bien. Alors je continue avec cette diapositive qui présente le plan d'action pour l'égalité des sexes, qui est évidemment le cadre d'action pour le secrétariat et la Convention. Il contient un ensemble de suggestions pour guider les parties à la Convention dans l'intégration des questions d'égalité des sexes et dans leurs efforts de mise en œuvre de la Convention. Et le plan d'action est évidemment disponible en français. Le plan d'action a
4 objectifs stratégiques. Premièrement, d'intégrer une perspective sexo-spécifique dans la mise en œuvre de la Convention, promouvoir l'égalité des sexes, démontrer les avantages de l'intégration de mesures sexo-spécifiques, accroître l'efficacité du travail réalisé dans le contexte de la Convention. Le plan énonce 4 domaines de travail dont nous allons maintenant discuter plus en détail. Et voilà. Les 4 domaines de travail sont le domaine politique, et qui est probablement le domaine le plus important en termes d'intégration du genre au niveau des politiques nationales, c'est d'intégrer l'égalité des sexes dans les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Les autres considérations sur cette diapositive sont tout aussi importantes pour effectuer cette intégration dans les plans d'action nationaux. Donc, il faut évidemment veiller à ce qu'il y ait une volonté politique en appui à l'égalité des sexes. Il faut fournir un appui adéquat au personnel sur les questions sexo-spécifiques, ainsi que des ressources financières adéquates. Il faut veiller à la pleine participation des femmes et des hommes dans la mise en œuvre de la Convention et évidemment tenir compte des expériences avec les groupes cibles, tels que les communautés locales, autochtones, les jeunes, les personnes âgées, et établir des partenariats, aligner les efforts avec les conventions et instruments pertinents. Pour soutenir ces efforts au niveau des gouvernements et des partis, la Convention a produit, en collaboration avec ses partenaires, une série de lignes directrices sur l'intégration des considérations de genre dans les stratégies nationales sur la biodiversité, qui est disponible sur les pages du site web de la Convention. Et si je comprends bien, les 2 premières présentations sont disponibles en français. Ils fournissent des informations sur les étapes de l'intégration du genre dans le développement des stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité. Et le 3e document, intégrant les considérations de genre dans les intégration des considérations de genre dans les SPAN, met en évidence les processus engagés dans un projet pilote réalisé avec le secrétariat de la Convention et l'Union internationale de la conservation de la nature, et qui visait à intégrer le genre dans les stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité. En termes de lien entre les questions d'égalité des sexes et le plan stratégique sur la diversité biologique et les objectifs d'Aichi pour la biodiversité, la conférence des parties, déjà dans la décision 12-7, portant sur l'intégration des considérations relatives à l'égalité des sexes, reconnaissait déjà l'importance des considérations sexo-spécifiques pour la réalisation des objectifs d'Aichi. Dans le plan stratégique en tant que tel, on demande aux partis, au gouvernement, d'intégrer les considérations d'égalité des sexes dans la mise en œuvre du plan. Et on demande également aux partis de fournir l'appui pour le renforcement des capacités portant sur l'intégration des questions d'égalité des sexes. Dans les objectifs d'Aichi, une des cibles ou un des objectifs, le 14e, met en lumière les besoins des hommes et des femmes, des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que des personnes pauvres et vulnérables dans la restauration et la sauvegarde des écosystèmes qui fournissent des services essentiels. Nous verrons, si on a le temps, que les approches sexo-spécifiques sont pertinentes à plusieurs des objectifs d'Aichi, même à tous les objectifs d'Aichi. Au niveau du premier but stratégique, il y a 5 buts stratégiques qui chacun portent sur 4 objectifs. Le but stratégique A, c'est de gérer les causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité en intégrant la biodiversité dans l'ensemble du gouvernement et de la société. Donc, d'ici à 2020, les individus seront conscients de la valeur de la biodiversité et des mesures qu'ils peuvent prendre pour la conserver et l'utiliser de manière durable. Les enjeux concernant cet objectif, c'est le fait que les perspectives
des hommes et des femmes sur les enjeux de la biodiversité sont souvent différentes en raison de leur rôle quotidien et des normes sociales. Par exemple, les femmes de Madre de Dios au Pérou ont tendance à donner une plus grande valeur aux fruits et aux autres produits forestiers non ligneux que les hommes, tandis que les hommes attribuent plus de valeur au bois en tant que tel. Des actions possibles pour répondre à ces enjeux, c'est d'effectuer des évaluations sexo-spécifiques à propos du niveau de connaissance des enjeux portant sur la biodiversité des hommes et des femmes, et de cibler les hommes et les femmes différemment lors de sondages et de campagnes de sensibilisation portant sur la biodiversité, et de promouvoir l'égalité d'accès à l'éducation environnementale. Un autre objectif important pour l'égalité des sexes est l'objectif numéro 5, dans le cadre du but stratégique B, qui est de réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et d'encourager l'utilisation durable des ressources. L'objectif étant de réduire le rythme d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, de moitié, et moins encore, si possible, de le ramener à 0. Les enjeux concernant cet objectif, c'est le fait que les inégalités au niveau de la participation à la gestion communautaire de ressources naturelles sont frappantes. Les groupes puissants dominent. Il a été démontré que l'inclusion des femmes dans la gestion de la forêt peut mener à des meilleurs résultats au niveau de la conservation et la gouvernance des ressources, par exemple. Les actions possibles pour répondre à cet enjeu, c'est d'impliquer les hommes et les femmes dans la gestion des ressources naturelles. Au niveau de l'objectif 13, qui est d'ici à 2020, que la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d'élevage et domestiques et des parents pauvres, y compris celles d'autres espèces qui ont une valeur socio-économique ou culturelle, est préservée. Et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire au minimum l'érosion génétique et sauvegarder leur diversité génétique. Les enjeux sont souvent que les différences entre les sexes au niveau de la conservation des espèces sont importantes. Par exemple, les femmes gèrent les jardins et conservent et font la sélection des semences dans plusieurs pays, particulièrement dans les pays en développement. Les actions possibles pour répondre à ces enjeux, c'est d'appuyer les femmes et les hommes dans leurs efforts de conservation in situ et de promouvoir l'égalité en termes de droit d'accès à la terre et droit de propriété ou droit foncier. L'objectif 14, on l'a déjà vu, qui est très spécifique aux questions d'égalité des sexes, dit ceci, c'est que d'ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l'eau, contribuent à la santé au moyen de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones et locales et des populations pauvres et vulnérables. Les enjeux liés à cette question, ce sont que les rôles sexo-spécifiques et prioritaires en matière de services écosystémiques varient. Par exemple, en Ouganda, les femmes sont plus touchées par la dégradation des zones humides que les hommes en raison de leur utilisation des zones humides pour le bois de chauffage, le matériel d'artisanat, l'eau et la médecine traditionnelle. Les actions possibles pour tenir compte de ces enjeux, c'est d'effectuer une analyse sur l'égalité des sexes en matière d'utilisation de services écosystémiques, d'encourager la participation équitable des hommes et des femmes dans les institutions de gestion des écosystèmes et d'améliorer le droit foncier pour les femmes. Au niveau du but stratégique E, qui est le dernier, l'objectif 20 concerne particulièrement les femmes, en ce qu'il dit ceci, d'ici à 2020, au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre effective du plan stratégique de toutes les sources aura augmenté considérablement par rapport au niveau actuel. Les enjeux, c'est le fait que les budgets ne sont pas nécessairement non sexistes et ne tiennent pas compte du fait que les besoins des hommes et des femmes varient. Par exemple, de nombreux programmes de services agricoles n'ont pas atteint femmes et hommes de manière efficace et ne permettent pas de réduire le nombre d'obstacles auxquels ils font face. Les actions possibles, c'est d'adopter une budgétisation sensible au genre ou sexo-spécifique. Par exemple, le gouvernement libérien a alloué 500 000 $ dans leur budget
dans le budget du plan national stratégique sur la biodiversité à des projets de microcrédit à l'appui des femmes. Pour résumer, les liens entre égalité des sexes et objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Les mesures dont nous avons discuté brièvement sont celles-ci: recueillir et utiliser des données ventilées par sexe, effectuer des analyses sexospécifiques et de recherche qualitative pour identifier les différences en termes de rôle, valeurs et comportements, mais aussi capacités. Assurer des droits égaux quant à l'utilisation, l'accès, le contrôle des bénéfices découlant des ressources biologiques. Promouvoir la participation et le pouvoir de décision égalitaire entre hommes et femmes. Tenir compte des connaissances sexospécifiques, des besoins et des priorités. Allouer des ressources nécessaires, y compris au niveau de l'expertise et du financement. Voilà pour un tour d'horizon des questions, des liens entre égalité des sexes et biodiversité dans le contexte de la Convention. Je vous remercie de votre attention et je passe... Ah, attendez. Alors voilà, il me restait une dernière diapositive qui porte sur les recommandations quant à l'intégration des questions sexospécifiques ou d'égalité des sexes dans les rapports nationaux. Donc, des recommandations plus spécifiques. Impliquer les ministres et les ministres responsables des questions d'affaires, des questions des femmes et du genre, ainsi que des femmes provenant de la société civile dans les consultations, dans les processus de planification. Rechercher, faire des sondages auprès des femmes pour inclure leurs préoccupations dans les plans d'action stratégiques portant sur la biodiversité. Inclure des données ventilées par genre dans la... Pardon. Oui, inclure des données ventilées par genre, ainsi que des données portant sur l'utilisation, l'accès et le contrôle de la biodiversité. Assurer que les hommes et les femmes contribuent à la mise en œuvre, qui contribuent à la mise en œuvre sont inscrits dans le rapport, sont impliqués dans le rapport. Faire appel à des experts sur l'égalité des genres. Inclure des exemples et des bonnes pratiques et des études de cas qui démontrent les liens entre l'égalité des sexes et la biodiversité. Et mettre en lumière les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, particulièrement l'objectif de développement durable 5 et ses cibles liées au genre. Voici quelques recommandations spécifiques qui seront incluses dans la présentation qui vous sera transmise par Marion. Merci Marion, à toi. Merci beaucoup Chantal pour donc cette mise en perspective entre le genre et la convention avec les objectifs donc d'Aichi. Et désolée, navrée pour cette difficulté technique. Je vais me tourner maintenant vers Nyong. Je pense qu'il vaudrait mieux garder les questions de nos participants jusqu'à la fin du webinaire, où on peut vraiment commencer une conversation entre les participants et les experts. Je vais donc te donner l'autorisation de partager ton écran. Et quand tu es prête, s'il te plaît, clique sur oui, comme ça on peut voir ton écran. Si tu nous entends. Alors on ne peut ni t'entendre ni voir ton écran. Décidément, aujourd'hui, c'est un webinaire où on rencontre beaucoup de difficultés techniques. Encore une fois. Bon, si ah, parfait. Alors, nous pouvons voir ton écran, mais par contre, nous ne pouvons pas t'entendre. Il faut que tu actives ton microphone, s'il te plaît. Est-ce que tu peux activer le microphone comme on l'a fait il y a quelques jours ?
Sinon, je te conseillerais de te déconnecter et de te reconnecter au webinaire. On a eu le même souci tout à l'heure. Et je vais potentiellement, en attendant, passer le microphone soit à notre audience qui pourrait avoir des questions peut-être maintenant. Et s'il n'y a pas de questions et que Né ne peut toujours pas donc activer son microphone, je vais passer le relais à Laetitia Chesseron. Laetitia, je vais donc te mettre en présentatrice et j'espère que tu m'entends et que ton micro marche. Et quand tu peux, essaye Oui. donc d'activer, voilà, parfait, ton écran et de commencer ta présentation quand tu le veux. Alors, parfait. On va attendre que... Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien et on voit ton écran. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Chesseron, coordinatrice de projet pour la Fondation Casa de Colores en Équateur. La Fondation Casa de Colores, comme Marion l'a dit, est une fondation environnementale qui travaille avec les communautés équatoriennes dans la création et la gestion de projets éco-responsables pour promouvoir un entrepreneuriat local tout en préservant l'identité culturelle et protégeant la biodiversité. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à venir partager aujourd'hui avec vous l'expérience de la Fondation quant à la gestion de projets alliant genre et protection de la biodiversité. Et merci beaucoup Chantal pour cette présentation qui va servir à éclairer notre travail et qui va nous servir dans le futur pour le travail de la Fondation. Alors, oui, c'est ça. Donc, pour commencer, j'aimerais mettre en lumière 3 points essentiels pris en compte par la Fondation dans son action de préservation de la biodiversité et lutte contre le changement climatique. Premièrement, l'importance de la société civile pour générer un changement au niveau local. En effet, il est nécessaire d'assurer la participation de chaque citoyen en lui donnant les clés de compréhension pour une action du local au global, qui parfois commence seulement par de simples gestes de recyclage au quotidien, et notre action en tant que fondation passant tout d'abord par des programmes d'éducation environnementale que nous mettons en œuvre dans les communautés partenaires. Le deuxième point à rappeler pour moi fut l'importance d'une action complémentaire, nous le savons, entre atténuation et adaptation, prévention et action. Et enfin, troisièmement, le plus important pour nous aujourd'hui, l'importance d'une action transversale prenant en compte la construction genrée des sociétés et plus particulièrement pour nous les violences de genre. Il est important dans nos projets de pouvoir allier solutions sociales et solutions environnementales. Nous allons donc voir dans un instant avec le projet Awashamu une étude de cas concret de comment nous avons allié genre et environnement. Donc, le projet Awashamu, qu'est-ce que c'est? Awashamu, ou Tisser le futur en langue indigène d'Équateur Kichwa, est une micro-entreprise composée d'une quinzaine de femmes ayant subi des violences de genre qui vend des produits écologiques tissés à partir de sacs plastiques recyclés et plus particulièrement avec la technique du crochet. Donc, vous pouvez voir des exemples de produits que fabriquent ces femmes. Donc, tout est à partir du recyclage et à partir de sacs plastiques dans la présentation. Quel est l'objectif du projet? Le projet Awashamu est un projet qui s'efforce de répondre à 2 problèmes centraux. Premièrement, le manque d'opportunités économiques pour des femmes survivantes de violences de genre et en parallèle, le risque écologique des sacs plastiques, spécialement dans les mangroves de la région du Guabo en Équateur, une région qui est côtière. Alors, mon écran est bloqué. Excusez-moi. Donc, pour comprendre un peu plus le projet, j'aimerais revenir sur le contexte environnemental et social, en commençant par le contexte social du projet. Donc, les bénéficiaires de ce projet sont des femmes ayant subi des violences de genre, femmes entre 18 et 63 ans qui furent systématiquement et physiquement opprimées pour leur genre. La majorité des femmes appartenant à la génération la plus vieille de ce groupe n'ont pas eu l'opportunité de recevoir une éducation, premièrement
par manque de ressources financières, mais également par la prégnance dans cette région d'une forte construction sociale paternaliste, voyant souvent l'éducation des filles comme une perte de ressources économiques en comparaison à l'apprentissage de la gestion du foyer. La majorité de ces femmes furent également mariées à un très jeune âge, entre 12 et 16 ans, et furent économiquement dépendantes de leur mari, créant une situation d'enfermement d'où il est difficile de sortir malgré la violence physique et émotionnelle. Le manque d'indépendance économique et d'éducation, combiné à la discrimination de genre, place ces femmes dans un cadre d'oppression et leur rend difficile la traduction de leurs capacités en compétences marchandes. C'est souvent dans ce cadre, comme on a vu avec Chantal, que les femmes, parmi les populations les plus pauvres, sont les plus touchées par le changement climatique. La mission sociale d'Awashamu est donc d'arriver à une indépendance économique pour ce groupe de femmes et les former à être leaders de leur communauté en étant au centre d'une solution environnementale. Donc, maintenant, quel est le contexte environnemental de la région du Wabo en Équateur? Le Wabo est un canton d'Équateur qui possède une grande diversité biologique, mais où il existe différents risques écologiques causés par l'impact humain dans la zone. Exploitation de bananes, de crevettes, de palmes, de pétrole, ainsi qu'également une forte pollution ménagère. Un de ces risques est causé par l'accumulation des sacs plastiques, qui le plus souvent terminent dans la mer où s'entremêlent les racines des mangroves, dommageant cet écosystème si important. Il faut, pour bien comprendre, il faut savoir également qu'en Équateur, le recyclage fonctionne comme une entreprise, mais dans la majorité des zones rurales, ce recyclage prend place de manière rétroactive. La population collecte le plastique des ordures pour le vendre, comme ça se passe souvent sur tout le continent latino-américain. Cependant, malgré le fait que ce soit un des plastiques les plus utilisés, les sacs plastiques ne peuvent être vendus, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être recyclés et deviennent un sérieux problème écologique. Dans une région où l'utilisation des sacs plastiques est au quotidien dans toutes les boutiques et au quotidien de la population. La mission environnementale d'Awashamu est donc le recyclage et la transformation des sacs plastiques en produits artisanaux pour prévenir des dommages sur l'écosystème des mangroves. Donc, pour comprendre encore un peu mieux comment nous avons mis en place, je vais revenir sur l'historique du projet et comprendre un peu plus d'un point de vue technique comment il a pu être mis en place et comment ce projet fonctionne. Ce projet a tout d'abord commencé par la création d'une banque communautaire accompagnée d'ateliers de formation pour faciliter la pratique et l'usage des finances personnelles de ce groupe de femmes, car il faut savoir qu'au commencement du projet, on s'est rendu compte que seulement 2% du groupe possédaient des connaissances en épargne et gestion des finances personnelles. La gestion des finances étant alors réservée aux hommes dans le foyer. Les microcrédits créés grâce à cette banque communautaire ont servi à initier la micro-entreprise d'artisanat de produits recyclés. Grâce à cela, nous avons pu établir un marché vert au niveau local et national en réalisant des événements de conscientisation du public et parallèles à la vente de produits. De plus, grâce à des ateliers d'éducation environnementale, ces femmes se sont alors formées à éduquer elles-mêmes l'environnement local en organisant des journées de conscientisation et récolte collective des déchets dans l'écosystème des mangroves, qui en espagnol s'appelle des mingas, ou journées de travail communautaire. Aujourd'hui, nous sommes alors dans la dernière phase du projet qui vise à la création d'un marché stable et conscient pour arriver à une indépendance financière totale de ce groupe de femmes, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement, et au maintien d'une région libre de pollution par les sacs plastiques. Alors, quel impact le projet a eu pour la biodiversité et la protection de l'environnement proche de ces femmes? Grâce à l'action de nettoyage des mangroves et la pratique de l'artisanat, ces femmes recyclent actuellement 121 000 sacs plastiques par an pour tout le groupe, car pour fabriquer un porte-monnaie, comme vous le voyez dans la présentation, cela nécessite 9 sacs plastiques et par exemple pour un portefeuille ou une pochette, 30 sacs plastiques. De plus, les campagnes de sensibilisation au recyclage menées par les femmes elles-mêmes ont permis de prévenir une éventuelle pollution.
Aujourd'hui, certains foyers de la ville recyclent eux-mêmes ces sacs pour les fournir directement aux femmes du projet Awashamou, montrant alors l'impact positif de conscientisation qu'elles ont pu avoir. Pourquoi est-il important d'allier genre et biodiversité dans ces projets? Ce projet est un exemple probant d'un lien réciproque qui peut s'avérer être positif entre les femmes et l'environnement. Il s'agit alors d'inverser le rapport négatif actuel entre l'impact du changement climatique et la place des femmes dans des sociétés fortement impactées par les rapports de genre où elles sont les plus vulnérables, pour en faire un lien positif. Ce projet s'est alors avéré innovant dans son mécanisme de trouver une solution sociale dans la préservation de l'environnement pour réduire les inégalités. L'importance de ce projet réside également dans la formation des femmes à être leaders de leur communauté en étant au centre d'une solution écologique, ce qui s'avère être très valorisant pour des femmes ayant été victimes de violences de genre. Le discours de ces femmes qui participent au projet montre qu'elles se sentent valorisées, actrices de leur société. Il ne s'agit pas de rester dans une posture de victime pour elles, ni non plus pour nous dans notre travail de les cantonner à cette posture de victime, mais de devenir non seulement résilientes et également vecteurs de changement positif pour l'écosystème environnant. Pour terminer cette présentation, j'aimerais me focaliser sur les leçons que nous avons apprises et les bonnes pratiques à développer grâce à ce projet pour discuter d'une possible mise à l'échelle ou simplement d'une possibilité de pouvoir répliquer le projet Awashamou dans d'autres zones. Premièrement, malheureusement, je vais me focaliser sur les difficultés que nous avons rencontrées lors de la mise en place de ce projet, mais pour pouvoir en tirer de bonnes leçons. D'un point de vue interne, un des premiers problèmes fut la forte analphabétisation au sein du groupe causée par le manque d'accès à l'éducation. Excusez-moi. Nous avons donc réalisé des tutorats personnalisés accompagnés d'une formation en finance et en gestion d'entreprise. La seconde difficulté a été, et non des moindres, a été d'arriver à l'union du groupe. Il existait effectivement au sein du groupe des conflits, parfois un esprit de compétition, qui a pu alors être atténué grâce à la réalisation d'ateliers de travail en équipe, d'intelligence émotionnelle, communication positive et leadership. L'objectif pour nous, grâce à ces formations, était d'arriver à la durabilité du projet sur le long terme. Il ne s'agit pas, à la fin du projet, d'avoir chaque jour un coordinateur de la fondation pour appuyer ces femmes, mais de pouvoir les former comme gestionnaires d'une micro-entreprise avec l'éducation et les clés nécessaires pour les gérer elles-mêmes. Ces deux points montrent alors l'importance dans la mise en place de ce type de projet d'un fort accompagnement et d'une présence d'une forte composante de formation et capacitation. D'un point de vue externe maintenant, une des principales difficultés fut l'acceptation du nouveau rôle de ces femmes au sein de leur société, due à une forte construction sociale genrée dans cette zone. Cependant, nous avons pu voir que l'impact positif qu'elles avaient sur l'environnement, ainsi que la réussite de leur micro-entreprise à un niveau local, a permis à ces femmes d'être vues non plus comme de simples gestionnaires de foyers, mais également comme gestionnaires d'un commerce local à succès. Aujourd'hui, elles organisent des défilés pour présenter leurs produits et selon leurs mots, leurs propres mots, sortent alors à la lumière. Malheureusement, la gestion de la violence au sein du foyer reste encore hors d'atteinte et parfois problématique, ayant un impact sur le travail de groupe. Il est donc nécessaire pour nous de garder comme nous l'avons fait depuis le début du projet, un soutien psychologique pour pallier à cette composante violence de genre. La seconde difficulté d'un point de vue externe fut la difficulté d'arriver à une conscientisation de cette zone en termes d'éducation environnementale à plus grande échelle. Le projet Awashamou, malgré la reconnaissance par un prix de la municipalité de Quito et l'arrivée parmi les 100 premiers, dont un classement en 5e position dans la catégorie finance soutenable lors des prix verts d'Amérique latine, peine encore à s'inscrire dans une planification au niveau municipal et régional. Cependant, l'appui du gouvernement local est actuellement en discussion
pour arriver à mettre en place un système de recyclage centralisé et formel, évitant à ces femmes la collecte directe des ordures. Qu'en est-il alors de la possibilité de mise à l'échelle et de répliquer le projet à Ouachamou? La Fondation Casa de Colores s'efforce dans tous ses projets d'analyser l'environnement direct de chaque communauté vulnérable pour en faire une source de développement positif et également positif pour l'environnement. Il ne s'agit pas d'analyser l'environnement direct pour l'exploiter directement. Trouver une solution sociale dans la préservation de l'environnement est alors un mécanisme de projet qui peut être répliqué et appliqué à chaque communauté en fonction de leur environnement proche. Comme l'a montré Chantal, une analyse de l'environnement proche, de la structure de la société, permet de trouver les solutions d'un point de vue social, mais également d'un point de vue de préservation de la biodiversité. Par exemple, avec la Fondation, nous travaillons en lien direct avec un groupe de femmes d'une communauté de Quito à la création d'une micro-entreprise recyclant les tissus usagés très présents dans cette zone pour en faire de nouveaux vêtements ou tout simplement pour en faire des sacs de course recyclables et prévenir d'une éventuelle contamination par les sacs plastiques. Ayant donc entre les projets un mécanisme circulaire de prévention et action. Je pense que pour conclure les leçons de ce projet et pouvoir peut-être aider d'autres actions au niveau local à répliquer ce projet, un des points le plus important que nous avons vu est donc la formation et la capacitation d'un public vulnérable, que ce soit des femmes ayant subi des violences de genre ou tout simplement des femmes n'ayant pas eu l'accès à l'éducation, pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Et le deuxième point important que montre ce projet et dont je suis particulièrement contente, c'est de montrer un lien possible entre genre et protection de la biodiversité, entre protection sociale et protection environnementale pour pouvoir agir directement sur le changement climatique au quotidien dans chaque communauté. Par des mécanismes du coup d'entrepreneuriat vert. Voilà, j'espère que cette présentation qui a été un peu concise a pu vous apporter des pistes pour une action au niveau local, alliance sociale et environnementale, genre et biodiversité, pour permettre de mettre en place une action positive, qu'elle soit au niveau global ou local. Je reste bien évidemment disponible pour plus de questions, pour revenir sur des points qui vous intéresseraient sur le projet ou l'action de la Fondation à la suite de la dernière présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour cette présentation et pour montrer un peu plus l'aspect donc concret de projets où les femmes donc sont des acteurs clés et voir les conséquences positives parce que nous le rappelons encore une fois, il ne s'agit pas d'intégrer des femmes juste pour dire qu'elles sont intégrées, mais bien pour avoir des conséquences positives avec des aspects, des résultats accrus en termes de conservation de la biodiversité. Donc, merci d'avoir souligné ça, Laetitia. Je vais essayer donc maintenant de réinviter Né pour voir si ton micro marche, Né. Est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait, on t'entend cette fois-ci. Alors attends, je vais te remettre en présentateur, comme ça tu vas pouvoir partager ton écran et faire ta présentation quand tu es prête. D'accord. Parfait. Fantastique, on t'entend bien et on voit bien. Tout à toi. Ok. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis, comme Marion m'a déjà présenté, je suis Néon, je suis cadre d'appui pour le projet MBISAP au niveau du ministère de l'Environnement. Très belle présentation. Les deux présentateurs qui ont eu à parler, moi, j'ai beaucoup appris. Et j'espère bien que Chantal, sa présentation va nous aider dans notre rapport, le 6e rapport national pour la biodiversité.
Moi, je vais vous faire une présentation sur l'intégration du genre dans le NBSAP et le 6e rapport national du Cameroun. Bon, on a pensé à le cadre juridique et les mécanismes institutionnels en ce qui concerne l'inclusion des groupes de femmes et des réseaux femmes au niveau national. En ce qui concerne le cadre juridique, on peut dire qu'en 1997, le gouvernement camerounais a conçu et adopté son premier document d'orientation sur l'autonomisation des femmes. Document qui définit les priorités et les stratégies du gouvernement dans ce domaine. Il s'agissait de l'énoncé de politiques couplées au plan d'action national pour les femmes dans le développement. Les 7 domaines d'intervention du gouvernement sont l'amélioration des conditions de vie des femmes, l'amélioration du statut juridique des femmes, le développement des ressources humaines féminines, d'assurer la participation effective des femmes et des groupes de femmes. Je voulais dire ici que là où je parle des femmes, ça inclut aussi les groupes de femmes et les réseaux de femmes. Donc, pour moi, ce qui est plus important dans ces domaines d'intervention, c'est l'assuration de la participation effective des femmes, y inclut les groupes de femmes et les réseaux de femmes dans la prise des décisions. On a également la protection et la promotion des filles, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'amélioration du cadre institutionnel pour une intégration efficace des femmes au développement. Pour les mécanismes institutionnels au Cameroun, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est elle qui est au centre de tout ce qui concerne la femme et l'intégration de la femme dans les politiques et tout. Ce ministère collabore également avec les associations des femmes qui peuvent conclure les accords et souvent ils concluent les accords de partenariat avec ce ministère. Et certains ONG, associations, groupes et réseaux des femmes participent à la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre de la plateforme de Berger. On a également pensé à regarder les efforts faits par le gouvernement camerounais pour promouvoir l'inclusion des groupes de femmes et les réseaux de femmes au niveau national. On a l'encouragement davantage des femmes et des groupes de femmes en politique. Et en ce qui concerne l'encouragement des femmes, le Cameroun est parti aux principaux traités et forums internationaux concernant les droits des femmes, y compris le CEDEAO et le plateforme d'action pour la déclaration de Berger. En tant que tel, il reconnaît constitutionnellement l'égalité genre et a activement encouragé la participation politique des femmes et des groupes de femmes au niveau national. Le gouvernement camerounais également soutient les initiatives des femmes, tant du ministère de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que de plusieurs organisations non gouvernementales liées au genre. En ce qui concerne maintenant les efforts faits par le gouvernement pour inclure les femmes dans le domaine d'environnement, on a le programme sectoriel forêt-environnement qui vise à fournir un cadre cohérent pour toutes les activités propices à la réalisation des politiques de préservation des forêts, de la faune du pays, qui implique fortement les femmes et les groupes de femmes dans la gestion des forêts communautaires. Et on a également le plan national de gestion de l'environnement qui comprend une section intitulée « Les femmes dans les programmes environnementaux ». Son objectif est l'intégration des femmes dans les programmes environnementaux et la promotion par les femmes de l'utilisation des méthodes de protection de l'environnement. Maintenant, on a essayé aussi de regarder les défis qui entourent l'inclusion des femmes au niveau national. Et toutefois, la sensibilité du gouvernement aux besoins des groupes et des réseaux de femmes dans l'option des lois et des politiques exige encore beaucoup d'améliorations. Là, on a essayé de relever certains points forts
points phares. On a le fait que le gouvernement a besoin, le gouvernement doit assurer le développement et la mise en œuvre des programmes inclusifs qui encouragent la collaboration et la participation active de ces groupes et réseaux des femmes. Envisager l'inclusion égale de ces groupes et réseaux des femmes dans des activités de leadership visant à promouvoir la modélisation des rôles pour les jeunes filles. Le gouvernement aussi doit réviser les lois régissant les groupes de femmes afin de s'assurer qu'elles tiennent compte des questions soulevées par ces groupes. Il est aussi question que le gouvernement envisage des approches appropriées pour mettre en évidence les risques et les effets de certaines normes socioculturelles relatives aux questions de genre qui contribuent à limiter l'inclusion de ces groupes de femmes. Organiser aussi des formations d'amélioration pour améliorer les capacités de ces groupes de femmes et offrir des incitatifs aux groupes de femmes avec des idées innovatrices. Bon, en ce qui concerne la dimension genre du MBSAP au niveau national, donc au niveau du Cameroun, on peut dire que dans notre MBSAP, le Cameroun, il n'y a pas un chapitre consacré au genre, dédié au genre. Mais dans le MBSAP, il y a quand même certaines déclarations qui surmontent l'importance d'intégrer l'aspect genre dans la biodiversité. Et on a une déclaration sur l'importance d'inclure le genre. Je vais juste citer, l'environnement est l'un des secteurs clés où les disparités genre ont été identifiées avec des femmes largement exclues de la propriété foncière et des ressources naturelles, avec une possession de seulement 1 à 7% des biens fonciers. Cela constitue un découragement pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité par les femmes qui constituent la plus grande partie de la population. Et au niveau de l'objectif 19 des objectifs nationaux pour la biodiversité, on a également souligné l'importance de l'intégration du genre pour la mise en œuvre effective des objectifs nationaux de la biodiversité en général. Et il y a aussi cette phase, je vais juste citer, une prise en compte insuffisante du genre est également mentionnée comme l'un des principaux facteurs indirects de la perte de la biodiversité. Et maintenant, dans la mission même du MBSAP, la mission nationale du MBSAP a également mis l'accent sur le genre en tant que garantie pour les générations futures. Moi, je vois cette phase dans la ligne du durabilité. Et dans le cadre du but stratégique national D, le genre est une préoccupation existante et transversale dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation réussie des objectifs de développement au sein du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ça, c'est un document qui est pertinent au niveau du Cameroun. Et on est en train de démontrer l'importance du genre dans la lutte contre la pauvreté et le développement en général. Maintenant, pour la mise en œuvre du MBSAP, on peut dire qu'au Cameroun, la mise en œuvre a été déjà à ce point, on peut dire que c'est impressionnant. Et ça a été exprimé par le poster d'Aichi que le Cameroun avait fait en 2017 et qu'on a eu l'opportunité de présenter au Mexique lors du 13e conférence sur la biodiversité. Et dans la réalisation des objectifs globaux et le tableau de bord de cette poster démontre que le Cameroun a eu à suborder 3 objectifs d'Aichi, dont l'objectif 1, l'objectif 11 et l'objectif 16. Je ne sais pas si c'est nécessaire de tout lire, mais ce que moi je ressors de cette analyse, c'est que
on n'a pas eu, comme Chantal parlait tout à l'heure, de l'objectif d'Aichi 14 qui met l'ensemble sur le genre. Le Cameroun n'a pas eu à déborder cet objectif. Donc, on peut dire que le Cameroun a encore beaucoup à faire, même au niveau des objectifs globaux. Maintenant, en ce qui concerne le 6e rapport, excusez-moi un peu, mon batterie est à plat. Je mets, je change et bon, ça va. Maintenant, en ce qui concerne le 6e rapport national du Cameroun, en lien avec le genre, bon, pour le rapport en elle-même, on est encore à la phase initiale de collecte des données pour le modèle du 6e rapport national qui a été donné par la CBD. Mais nous travaillons et nous avons toujours travaillé, nous avons toujours eu à travailler avec le point focal genre du ministère de la promotion de la femme et de la famille qui facilitera l'identification et l'établissement des partenariats avec des groupes de femmes et des réseaux qui sont déjà impliqués dans le processus, bon, dans l'intégration de la biodiversité ou dans le processus de la biodiversité ou dans la conservation de la biodiversité ou qui disposent à s'impliquer dans les activités liées à l'intégration de la biodiversité. On a aussi pensé à intégrer les femmes et les groupes de femmes des réseaux déjà impliqués pour les amener à bord pour partager leur expérience sur le terrain qui seront pertinents pour ce processus du 6e rapport national. Maintenant, mon aperçu à la fin de tout ça, c'est que l'intégration du genre dans la biodiversité demeure un défi majeur pour le Cameroun. Et on a vraiment besoin de mettre l'accent sur les mesures à prendre ou à entreprendre pour assurer son intégration effective dans tous les processus de la biodiversité et surtout ce 6e rapport national dont on est en train de travailler là-dessus. Et la demande d'un soutien technique du Cameroun en ce qui concerne l'intégration du genre est énorme et nous espérons sincèrement que l'équipe de la CBD nous tiendra tout au long de ce voyage. Heureusement qu'on a Marion, on est sûr qu'elle va nous supporter jusqu'au bout. Bon, merci pour votre attention et bon, je suis là, je reste pour les questions et pour les clarifications, pour les corrections. Voilà, Marion, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Né, pour cette présentation. Merci donc pour nous avoir apporté la perspective du Cameroun sur l'intégration du genre. Je vais peut-être maintenant me tourner vers notre audience qui a peut-être des questions. J'ai vu que Sandy avait posé une question. Sandy, au lieu de lire votre question, je vais essayer de vous donner la parole et voir si votre microphone fonctionne. Parce que c'est toujours plus agréable de pouvoir parler directement avec les participants. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous oralement? Alors, je ne sais pas si on va vous entendre. J'ai ouvert votre micro, mais je ne suis pas sûre qu'il marche. Non, bon, très bien. Dans ce cas, je vais lire votre question. Ah, non, je vais lire votre question. Alors, votre question était notamment pour Chantal. Donc, merci Chantal pour votre présentation. Vous avez parlé donc de la question d'accès à la terre pour les femmes. C'est une situation qui, en Haïti, est importante parce que les hommes et les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres. Comment pensez-vous que l'on peut aborder cette question d'accès équitable sans créer de conflit? Est-ce qu'il y a une redistribution des terres possible? Voilà, est-ce que Chantal a des éléments de question sur ça? Mais j'invite aussi Né et Laetitia, même si ce ne sont pas forcément le principal point focal de vos présentations, à partager vos expériences.
Alors, je ne sais pas si... Oui, je vois que Tania a ouvert son microphone. Oui, bonjour. Merci pour la question. C'est Tania qui a pris la parole. Chantal était là pour m'aider avec la présentation, mais je vais m'essayer de répondre aux questions. Si j'ai bien compris, oui, c'est toujours un défi vraiment pour voir comment on peut régler la situation globalement avec le fait des femmes qui ont moins de droits d'accès au temps que les hommes. Une chose on peut recommander, c'est de commencer, une manière de commencer peut-être, c'est d'avoir les campagnes de lever la compréhension des gens au fait des droits légaux des femmes, donc de lever, mettre la lumière dans le monde, dans la sphère publique pour les gens comprendre les enjeux et comprendre la situation, les statuts et engage les chefs locaux pour vraiment prendre leur pouvoir à faire les changements au niveau local, mais c'est aussi un défi à lever au monde en politique, au niveau national, au niveau local, à chaque niveau au pays, pour vraiment faire qu'ils vont mettre attention et vraiment prendre par sérieux le fait que les femmes ont le droit, doivent avoir le droit pour légal pour accès à la terre. Très bien, merci. J'espère que ça répond à votre question, Sandy. N'hésitez pas donc à nous communiquer peut-être une autre question, une question en suivant cette réponse. Je serai ravie donc de l'apprendre. Je voudrais donc voir si une autre personne aurait une question pour nos experts aujourd'hui. Sachez que c'est assez rare d'avoir une perspective à la fois de la CDB, du terrain et d'un gouvernement, donc n'hésitez pas à poser vos questions, même pour comparer votre expérience. En attendant, moi j'avais une question peut-être pour chacun des participants, mais on peut peut-être commencer avec Ney, qui a dit que donc le genre restait encore une difficulté pour intégrer le genre et intégrer les femmes reste encore une difficulté. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des acteurs qui restent réticents à l'intégration des femmes, peut-être soit par raison culturelle, soit parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir les femmes comme partie prenante vraiment investie à 100%. Est-ce que vous pourriez discuter un peu plus, nous expliquer un peu plus votre point de vue sur cela, Ney? Voilà, on vous entend. Ok, d'accord. Merci pour la question. Mais moi, je ne vois pas ça en tant que difficulté. Je voulais pas dire difficulté, mais je vais dire que le ministère n'a pas beaucoup mis l'accent sur le genre. Bon, dans les derniers rapports et même dans sa stratégie, je ne pense pas qu'il a mis l'accent fort. Parce que nous, ce qu'on fait, on a beaucoup plus mis l'accent sur la sensibilisation, mais on n'a pas attiré les femmes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup des associations, il y a beaucoup des ONG femmes qui font dans le domaine de l'environnement, mais le ministère n'a pas fait l'effort d'identifier ces groupes-là et les inclure dans le processus de l'intégration dans la biodiversité ou dans la conservation de la biodiversité. Parce que quand on regarde, on voit toutes les femmes qui sont dans les coopératives des produits forestiers non ligneux. Ce sont ces genres de femmes qu'on peut attirer pour voir
ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain pour conserver la biodiversité et toutes ces pratiques, comment on peut lier ça, comment on peut encourager ça. Mais nous, le ministère, on n'a pas mis l'accent, mais je vois le 6e rapport sur la biodiversité, c'est comme une porte d'entrée, pour nous, pour mieux valoriser l'aspect genre, pour mieux voir comment on peut intégrer le genre dans la biodiversité. Pour moi, je ne vois pas, je ne vois pas la difficulté. Bon, ça sera un challenge, mais c'est un challenge je ne sais pas trop, qu'on peut surpasser. C'est un challenge qu'on peut surpasser. Il faut seulement que nous, le ministère, qu'on met l'enfant sur l'aspect genre là, qu'on essaie d'inclure le genre dans tout ce qu'on fait, dans tous nos processus. Bon, c'est à ce niveau que moi, je vois le problème de l'intégration du genre. D'accord, d'accord, merci. Donc pas un problème insurmontable, au contraire. Et si Oui. très bien, si je me tourne vers Laetitia, qui peut-être a une perspective plus de terrain, Laetitia, pour toi, donc du côté de ce projet, qu'est-ce qui reste encore un peu difficile quand on regarde les acteurs en jeu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore réticentes ou qui ne comprennent pas l'utilité d'avoir les femmes investies à 100%? Oui, donc pour le cas de l'Équateur, il reste encore énormément d'acteurs réticents et la construction sociale de la société est très genrée, très traditionnaliste avec un taux de féminicide, avec le manque de contrôle de la reproduction pour les femmes, d'éducation aussi sexuelle qui cantonne encore, qui montre encore des difficultés à aborder les sujets de genre, que ce soit, je pense, au niveau national et au niveau local. Au niveau de l'entourage du projet Awashamu, il y a encore des réticences et même par les femmes elles-mêmes, quand elles subissent les violences de genre, malgré la formation, malgré les informations, ces femmes parfois se cantonnent elles-mêmes dans ce rapport genré et ont du mal à déconstruire ce rapport genré. Et au niveau local, la région est quand même une région avec un fort machisme qui reste encore difficile à contrer avec une forte barrière de genre. Mais je pense qu'une action au niveau local de la part de la société civile, et comme le font beaucoup d'organisations ici en Équateur, pour sensibiliser, éduquer, conscientiser, et une action qui serait couplée à une action nationale avec des plans plus définis sur le genre, et aussi également du temps. Je pense que ça ne peut pas se faire en un mois, 2 mois ou 1 an. Je pense que ça peut permettre de surpasser les barrières de genre et aider la société ici à prendre conscience de la violence de genre que subissent les femmes au quotidien, qui parfois n'est pas comprise ou pas visible pour la société. Donc, je pense que ce n'est pas insurmontable avec une action complémentaire de chaque jour, comme on a pu montrer avec un gros travail de conscientisation par les ONG présentes, mais également par le gouvernement. Je pense qu'on peut arriver à intégrer plus de genre, à réduire les inégalités entre les sexes au sein de la société équatorienne. D'accord, donc vraiment cette prise de conscience qui se fait à la fois au niveau local et à la fois au niveau plus, on va dire, national et même au sein même des ministères, et même au sein même avec donc le staff qui travaille ou le personnel qui travaille sur ces projets. Exactement, exactement. Je pense que c'est la clé d'une action pour arriver avec du temps à une égalité des sexes en Équateur et je pense dans la majorité des pays du monde. D'accord, très bien. Et Tania, est-ce que vous avez des éléments de réponse supplémentaires que vous souhaiteriez ajouter à cet aspect? J'ai pas trop à ajouter, vraiment. Ça existe au niveau local et au niveau national, donc c'est encore la même chose au niveau global, où on a des représentatifs qui peut-être sont pas
très conscients des enjeux d'égalité entre les sexes ou ils voient que c'est pas si important en contexte d'autres enjeux de perte de biodiversité. Et c'est toujours un défi de vraiment avoir l'attention, l'engagement, et vraiment comme les gens qui sont vraiment motivés pour engager et pour pousser cet enjeu au niveau global parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. D'accord, merci beaucoup. Je me retourne encore une fois vers nos participants qui restent bien silencieux aujourd'hui. Malheureusement, c'est quand même une chance de pouvoir échanger avec nos intervenants. Et je vous encouragerai vraiment à soit poser une question, on en a eu beaucoup dans les semaines qui ont précédé ce webinaire sur le genre. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez aussi peut-être l'opportunité de partager votre expérience actuelle par rapport à l'intégration des femmes au niveau national, une question qui revient aussi assez souvent. Non, pas de question. Alors, je vais la poser à la place de nombreux des pays que nous soutenons dans ce projet. Comment est-ce qu'on définit les groupes de femmes à intégrer dans la préparation d'un rapport national? Alors là, je vais me tourner plutôt vers Tania et Vernet. Et peut-être, Laetitia, toi, tu pourras donner un élément de réponse plutôt. Est-ce que tu as déjà interagi? Est-ce que ce groupe de femmes a déjà interagi avec le gouvernement local? Et si oui, comment? Donc voilà, je vais me tourner d'abord vers Tania. Beaucoup de pays nous ont demandé comment est-ce qu'on peut interagir avec les groupes de femmes et comment choisir entre ces groupes de femmes. Bien sûr, ça dépend beaucoup du contexte, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ça? La première réponse que j'ai, c'est d'engager avec les ministères qui sont responsables pour les femmes ou les enjeux d'égalité entre les sexes. Et à part de ça, il y a aussi, j'imagine, dans les différents contextes nationaux, il y a les grands ONG internationales qui travaillent avec les femmes en voie de développement. Il y a aussi les réseaux des organisations, des ONG dans chaque pays. J'imagine que les ministères, au moins les ministères qui s'occupent des enjeux des femmes et d'égalité, doivent avoir des contacts et doivent être connaissants des au moins certains réseaux, des groupes qui peuvent être clés. Et comme ça, je crois que c'est une façon de commencer avec les premiers contacts au niveau gouvernemental ou peut-être au niveau national. Et puis, travailler avec eux pour déterminer les autres femmes, les autres organisations, les autres ONG qui peuvent être impliquées dans les processus. Et j'imagine, comme j'ai mentionné, les ONG qui s'occupent déjà avec des projets, comme je ne sais pas le nom en français, mais le Global Environment Facility, eux, ils ont leur programme des accords petits. Je crois que c'est une mauvaise traduction, mais c'est le Small Grants Program of the Global Environment Facility. Et eux, ils ont les coordinateurs, coordinatrices nationales qui sont en contact avec les groupes, avec les ONG au niveau local, qui travaillent surtout avec des groupes de femmes et sur les projets qui s'occupent avec les questions d'égalité en un contexte de biodiversité. Donc, je crois que comme ça, c'est moyen de commencer avec les groupes qui sont plus connus et de là, trouver les autres qui sont peut-être moins en contact déjà avec les ministères au niveau national.
D'accord, merci, c'est de très bons conseils, effectivement. Je me tourne peut-être vers Né. Vous, au niveau donc plutôt national, est-ce que vous avez eu des questions qui sont apparues sur comment intégrer les femmes, quel groupe de femmes intégrer, comment les contacter? Euh, oui, Marion, je suis totalement d'accord avec Tania, ce qu'elle dit, parce que nous, au niveau national, au niveau du ministère, nous avons, même au départ, on a pensé à identifier comme un point focal dans le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce qu'on s'est dit que c'est cet ministère qui est en charge de la promotion de la femme et de la famille qui peut être en contact avec les associations, les ONG, les groupes de femmes, les réseaux des femmes. Ils sont beaucoup plus en contact direct avec eux. Et c'est eux qui peuvent nous dire, bon, ces femmes, si ils font dans ce groupe de femmes, ils font dans le domaine de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité, l'autre, c'est font dans peut-être le domaine du recyclage des déchets. Et donc, on a pensé à beaucoup plus échanger avec notre point focal au sein du ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce qu'elle est mieux placée pour nous indiquer vers les associations des femmes qu'on peut inclure dans le processus. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ce que Tania a dit, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et j'ai même soulevé ça dans ma présentation. Bon, c'est dans ce sens que nous, on voit ça, parce que nous, on doit commencer à ce niveau. Et dès qu'on a identifié les femmes et les groupes de femmes, les réseaux de femmes, on peut maintenant les demander leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui est un rapport direct ou indirect avec ce que nous, on veut faire dans notre deuxième rapport. Donc, c'est dans ce sens que nous, on a vu ça. Oui, et puis je me doute qu'une fois que vous avez établi un rapport avec un groupe ou un réseau de femmes, vous pouvez le réutiliser ensuite sur le long terme. En fait, il ne s'agit pas juste d'avoir des femmes qui sont présentes pour le sixième rapport national. Hein. C'est Voilà, exactement. oui. Très bien. Et Laetitia, donc de ton côté, plutôt de l'autre côté, donc est-ce que vous avez déjà été contactée par des gouvernements locaux ou nationaux et comment est-ce que vous avez pu contribuer si ça a été fait déjà? De notre côté, on travaille principalement avec les gouvernements municipaux. Sur le projet à Ouachamou, nous n'avons pas été contactés au début, mais nous avons nous-mêmes établi un lien de confiance pour pouvoir avoir une action plus complète depuis le début de l'année. Mais sur nos autres projets, nous établissons à chaque fois un lien avec la municipalité. Dans notre exemple de projet où nous travaillons avec le groupe de femmes qui recyclent dans la ville de Quito, l'appui de la municipalité est essentiel pour qu'elles continuent à faire leur activité. Et je crois que le lien peut venir ou des ONG locales qui demandent un appui à la municipalité, ou à l'inverse, la municipalité ou les gouvernements plus nationaux peuvent s'appuyer sur les ONG qui peuvent peut-être parfois aider à établir un lien de confiance qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, ou aider à avoir une analyse plus spécifique des différents groupes de femmes, car les problématiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, entre les groupes de femmes autochtones, où on a vu qu'il y a un fort enjeu du foncier et surtout également de la préservation de la biodiversité, ou un groupe de femmes, comme pour le projet d'Awashamou, qui sera plus un groupe de femmes ayant subi des violences de genre, où l'action sera différente. Et je pense que les ONG locales peuvent apporter un soutien aux gouvernements locaux et nationaux pour pouvoir donner des informations, créer un lien de confiance, être peut-être l'interface dans la mise en œuvre des programmes nationaux. Et à l'inverse, j'invite également les ONG à continuer à garder ce lien avec les gouvernements locaux et nationaux pour avoir un travail plus complet et un travail d'équipe cohérent.
D'accord, merci beaucoup pour cette perspective. Encore une fois, des réponses qui se complètent donc très bien les unes avec les autres. Je vois que Sandy nous a envoyé une autre question et elle se dirige donc pour Ney. Est-ce que Ney pourrait aussi réagir sur la question en ce qui concerne l'accès aux terres? Comment aborde-t-on cette question au Cameroun? La question donc de Sandy qu'elle a posée il y a quelques minutes était sur le fait que les hommes et les femmes n'ont pas un égal accès du tout aux terres et que donc comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'une des solutions c'est la redistribution des terres par exemple? Oui, ici chez nous au Cameroun, on a ce même problème parce que la distribution des terres, dont les femmes n'ont pas les mêmes droits d'accès aux terres comme les hommes. Mais ça, c'est la loi. Donc, pour aborder ce problème, moi, je pense que ça doit commencer au niveau de la loi, au niveau de la révision de la loi. Donc, on a eu les revendications, et il y en a les femmes qui ont dit que non, pourquoi pas, on ne peut pas avoir l'accès au titre foncier comme les hommes, pourquoi, donc les questions ont été posées, mais je pense que la solution reste entre les mains du gouvernement qui doit peut-être voir comment ils peuvent réviser les lois qui rédigent les problèmes fonciers et les titres fonciers. Donc, à ce niveau, je ne peux pas trop dire, mais je pense que c'est à ce niveau que le problème peut se régler. D'accord, merci Sandy, j'espère que ça répond à votre question. C'est donc la dernière chance pour nos participants de poser une question en rapport donc avec les présentations ou même en rapport avec votre stratégie nationale, votre rapport national. Et s'il n'y a pas plus de questions, je vais me tourner vers nos participants, vers nos intervenants pour quelques mots de conclusion, peut-être en commençant par Tania, qui est, je crois, avec nous toujours. OK, c'est à moi de commencer. On n'a plus de questions, c'est ça? Je pense qu'il n'y a plus de questions, effectivement. OK, OK. Moi, j'aimerais juste dire un mot de merci à tout le monde et merci à toi, Marion, et les autres présentateurs. Je vais juste mentionner qu'on a des réunions en dessous de la convention qui va être tenue au mois de juillet à Montréal. Ça va être les réunions des groupes scientifiques et techniques en dessous de la convention, le SBSTA et puis le SBI. Et là, un des documents, on va discuter pour la réunion de SBI, ça sera le rapport de progrès sur la mise en œuvre des plans d'action d'égalité entre les sexes de convention. Et là, c'est quelque chose que je vous encourage à lire et participer dans les discussions. Il va y avoir aussi un autre document qui va donner plus de détails sur les analyses qu'on a faites. Et on a essayé dans ce rapport d'expliquer un peu ou d'écrire un peu ce qu'on voit de niveau de mise en œuvre par les parties, par les pays membres de convention, et aussi les efforts qu'on a fait ici, de mon équipe à moi, sur l'égalité entre les sexes. Et en plus de ça, je vais aussi mentionner qu'on va avoir une guide sur les liens entre l'égalité entre les sexes et les targets d'Aichi. Et ça va être publié plus tard cette année, mais ça sera une ressource pour vous à voir que sont les liens, comment on peut prendre les mesures de répondre, et ça peut vous aider pour compléter ou faire le rapport national, mais
aussi, j'espère, pour faire la mise en œuvre de vos plans d'action, des stratégies sur la biodiversité dans une manière qui répond aux enjeux d'égalité entre les sexes. Et donc, je vous invite en plus de regarder, de visiter le site web de Convention sur l'égalité entre les sexes. Et là, c'est là où on a des documents, des ressources où on a montré dans la présentation les différents guides qui concernent intégrer les enjeux d'égalité dans les plans et stratégies sur la biodiversité, et aussi des autres documents documents info qui donnent un peu plus d'idées sur c'est quoi les liens entre égalité et biodiversité. Donc, on a une qui s'occupe de le gestionnement des espèces sauvages et les liens entre égalité entre les sexes. Donc, c'est juste ça. J'espère que vous serez toujours engagés sur vraiment pousser les processus sur la convention dans une manière qui est plus s'accorde plus aux enjeux d'égalité entre les sexes. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne maintenant vers Né, si tu as quelques mots de conclusion aussi de ton côté. OK. Moi, j'aimerais juste remercier tous les participants et les présentateurs, et beaucoup plus vous, Marion, parce que moi, je vois que ce que vous êtes en train de faire va nous pousser à prendre au sérieux l'aspect genre. Et nous, au ministère de l'Environnement, on est engagé à voir, on est déterminé de voir l'inclusion, dans l'intégration de cet aspect dans tous nos processus, pas seulement le 6e rapport national sur la biodiversité, mais tous nos processus en lien avec la conservation de la biodiversité, et même d'autres aspects en lien avec l'environnement en général. Donc, je vous remercie vraiment, et je pense que ce processus va terminer. Bon, je pense qu'à la fin de tout ça, nous, on sera contents parce qu'on verra un aspect je peux dire, l'aspect genre, on verra l'aspect genre vraiment inclus dans nos processus. Parce que depuis, on parle de ça. C'est vrai que dans nos réunions, dans nos ateliers, on mentionne ça, on parle de ça, mais on ne met vraiment pas l'accent. Mais je pense qu'avec ce que vous, Marion, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous pousser pour mieux valoriser cet aspect, et je vous remercie pour ça. Bon, je pense que c'est à ce point que moi, je passe la parole à Marion. Je vous repasse la parole. Merci Né. Et oui, en effet, donc la CDB et le PNUD et le PNUE, donc nous sommes là effectivement pour vous accompagner spécifiquement en ce moment sur le 6e rapport national, mais évidemment sur tous les projets et aspects politiques nationaux, donc à l'avenir, pour être sûr que cette composante de genre est intégrée. Et peut-être Laetitia, toi aussi tu as quelques mots de conclusion rapidement de ton côté? Ouais, merci Marion, et merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir exposé un cas de lien entre genre et biodiversité et exposé surtout notre action de chaque jour pour l'action globale. Merci aux autres participants. Pour nous, au niveau local, c'est très intéressant d'avoir le retour et cette conférence qui aborde le niveau international, national et local est très intéressante pour ça, pour pouvoir nous intégrer dans des
processus peut-être plus globaux. Comme Tania vient de nous donner beaucoup d'informations sur comment peut-être intégrer encore plus de genre dans nos projets, quels peuvent être les mécanismes et quels outils nous pouvons utiliser. Et en ça, vraiment, je remercie tous les participants. Effectivement, comme il a été dit plus tôt, il est parfois difficile et au sein même des ministères, du personnel qui agit pour le développement ou la protection de l'environnement, de faire comprendre la nécessité ou les moyens pour intégrer le genre. Et avoir des conférences comme ça montre que on est sur la bonne voie et que le genre va être de plus en plus intégré dans tous les projets et doit être intégré de manière transversale à tous les projets de protection de la biodiversité ou de développement dans une action future. Rien de particulier à ajouter à part ces remerciements pour cette opportunité et pour voir que le genre est présent. Merci Laetitia pour cette note positive donc de fin de webinaire. Ça nous amène donc à la fin de ce webinaire et je remercie moi-même donc tous les intervenants, Chantal et Tania donc pour la CDB, Né et Laetitia aussi pour votre temps, votre expertise sur l'inclusion du genre dans les activités de conservation de la biodiversité. Je rappelle donc qu'une session en anglais a été tenue ce matin et que la session en espagnol se tiendra lundi prochain de 14h à 16h, heure de New York. Toutes les présentations seront partagées en anglais, français et espagnol par email et sur le forum NBSAP. L'enregistrement de cette session donc sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du forum NBSAP. Et je tiens à vous informer qu'une session supplémentaire de webinaire sera organisée sur l'utilisation des indicateurs dans le projet des 6e rapports nationaux qui sera présenté par Philippe Bob de UN Environment et de Robert Hoft de la CDB. Et la session sera en anglais donc le mardi 19 juin et nous donnerons plus d'informations pour les sessions en français et en espagnol sous peu. Si vous souhaitez évidemment vous concentrer sur un sujet spécifique pour les sessions de webinaire à venir, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées et nous envoyer un email, soit à Christina, soit à moi-même, soit à Martine. Et nous sommes encore une fois ravis de continuer à préparer ces 6e rapports nationaux avec vous. Merci encore et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et ceci conclut notre webinaire pour aujourd'hui.